Bonjour à tous et bienvenue aux élèves du lycée français de San Francisco qui ont travaillé sur le problème du coloriage de l'octaèdre. Il s'agit de Luc, de Timothée et de Mathieu. Et je vous laisse présenter cette recherche que vous avez faite sur l'octaèdre. Je laisse la parole. Ok, donc bonjour à tous. Donc du coup, d'abord, on va vous présenter le problème en lui-même. Donc, du coup, tu peux passer. Next slide. Oui, merci. Ok, donc du coup, notre problème, c'est qu'on a un octaèdre. Donc un octaèdre, c'est un volume c'est un volume qui est formé comme si on collait deux pyramides à base carrée ensemble pour obtenir un octaèdre. Il faut se l'imaginer un peu comme si c'était une sorte de carré, mais avec des triangles. Bon, voilà. Et donc, du coup, cet octaèdre, il va beaucoup nous intéresser parce que, donc, du coup, next slide. Du coup, on va vouloir colorier cet octaèdre. Et donc, du coup, il existe plusieurs façons de le colorier. Donc, du coup, imaginez, on veut le colorier qu'une seule face. Donc, voici, par exemple, deux façons de colorier cet octaèdre. Voilà. Next. Et donc, du coup, voici, par exemple, quatre façons de colorier un octaèdre. J'arrête juste un instant, je ne suis pas sûre qu'on voit votre présentation sur YouTube. Bon. Je vous entends bien parler, mais je... Bah, on est en train de faire, je sais pas. Ensuite, je sais pas si sur YouTube. Ah oui, non. Ah. Alors, petit problème technique. Rien ici. Pourtant, je suis en train de partager mon écran. Peut-être si tu arrêtes et refais. Ça va. Je pense. Ouais, on peut essayer ça. On peut voir maintenant? Non? Oui, je crois que ça va marcher. Ah si. Voilà, ok. C'est bon, on Ok. voit tout. Désolé On pour reprend de zéro ou on continue? Non, bah, continuez là où vous en êtes arrêté. Ok. Ouais, peut-être Donc, revenir du un peu. coup, Peut-être juste une diapo en arrière. Voilà, merci. voilà. Donc, du coup, on reprend. Donc, du coup, notre problème, c'est... donc, du coup, on va vouloir colorier cet octaèdre et surtout des faces de cet octaèdre de différentes manières. Donc, du coup, voilà, ici, par exemple, si on veut colorier qu'une seule face de cet octaèdre, donc, du coup, oui, l'octaèdre, voici, vu qu'on n'avait pas vu les présentations, voici à quoi il ressemble. Et donc, du coup, cet octaèdre, on veut savoir de combien de faces, comment est-ce qu'on peut le colorier. Et donc, du coup, juste avant, on voyait comment est-ce qu'on pouvait le colorier, deux façons de colorier une seule face. Et voici, par exemple, quatre façons de colorier quatre faces différentes de l'octaèdre, toutes différentes. Tu peux changer. Et donc, du coup, notre problème, c'est de savoir de combien de manières on peut calculer, de combien de manières on peut colorier cet octaèdre avec un nombre n de faces coloriées. Donc, juste avant, on voyait avec n est égal à 1, puis après, on a vu avec n est égal à 4. Et donc, du coup, on se dit, OK, c'est simple, le nombre de façons de colorier avec n coloriage, bah, c'est n fois n fois n fois n, puis ensuite. Seulement, on a un mais dans notre problème. Tu peux changer? Oui. Notre problème, c'est qu'un octaèdre, on peut faire des rotations avec lui. On peut le bouger dans tous les sens et le tourner dans tous les sens. Et donc, du coup, on se retrouve avec un cas où ces deux octaèdres que vous voyez, ces deux coloriages que vous voyez devant sur la présentation sont exactement les mêmes parce qu'en fait, il suffit juste de tourner l'octaèdre pour avoir exactement la même face. Et donc, du coup, le problème devient beaucoup plus compliqué. Il s'agit de savoir de combien de manières on peut colorier cet octaèdre en comptant des rotations de ce dernier. Voilà. Donc, la première chose auquel on a pensé, c'est d'essayer de former à partir de cette figure en 3 dimensions, c'est-à-dire de la mettre à plat. Et donc,
en le mettant à plat, on va pouvoir visualiser un peu plus facilement le coloriage. Donc, par exemple, on a ici deux façons de colorier un octaèdre différent, mais on va se demander comment est-ce qu'on va donner des questions. Parce que je ne sais pas. Ces figures-là, comment pour visualiser ça, pour montrer ça. Donc, c'est là d'essayer de faire les mêmes sur le plan, en fait, de l'un à côté de l'autre et d'en faire une sorte de pavage. Donc, on peut voir qu'ils se rentrent l'un dans l'autre facilement. Et à partir de ça, en fait, on voit que peu importe comment on tourne ces octaèdres, en fait, on va avoir la même figure qui apparaît. Par exemple, nos deux figures d'avant, où on n'était pas trop sûr si elles étaient les mêmes, et bien ici, on voit qu'elles sont les mêmes parce qu'on a les mêmes figures qui réapparaissent. Ensuite, est-ce que c'est très rigoureux mathématiquement? Pas nécessairement. Et surtout qu'on a réalisé un gros problème qui est que ce pavage de plan cause des soucis. Ce n'est pas parce que deux triangles sont adjacents sur le pavage qu'ils seront adjacents sur notre vrai octaèdre. Par exemple, les deux triangles-là que j'ai encerclés ne sont pas adjacents sur la figure, même s'ils sont adjacents sur notre plan en 2 dimensions. Donc, notre prochaine idée, c'était de regarder les symétries elles-mêmes. Et donc, nous allons essayer de lister toutes les symétries et toutes les rotations de l'octaèdre. Et donc, tout d'abord, on peut observer que chaque face de l'octaèdre, en fait, on peut mettre en cube dans l'octaèdre. Et donc, chaque face de l'octaèdre correspondrait à un sommet du cube. Et à l'inverse, si on met l'octaèdre dans un cube, ben, on voit que chaque face du cube est sur un des sommets de l'octaèdre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que au lieu de regarder les faces de l'octaèdre, qui est après tout un peu difficile à visualiser dans les 3 dimensions, on peut au contraire considérer les sommets du cube. Et donc, on transforme notre problème de coloriage des faces de l'octaèdre dans un problème de coloriage des sommets du cube. Et donc, maintenant, nous allons s'intéresser aux rotations du cube pour lister toutes les rotations possibles. Donc déjà, il faut avoir une certaine représentation pour chaque type de rotation. Et ce qu'on observe lorsqu'on tourne le cube dans n'importe quel sens, c'est que les paires de points qui forment, les paires de points et des points opposés restent toujours les mêmes. C'est-à-dire, les diagonales qui relient les deux points opposés vont toujours être les mêmes diagonales. Et donc, toutes les rotations du cube peuvent s'exprimer en une permutation des 4 diagonales, c'est-à-dire que les 4 diagonales que vous voyez sur l'image peuvent être dans n'importe quel ordre. Et donc, le nombre de rotations, c'est juste compter toutes les différentes manières d'ordonner les diagonales. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une permutation? Enfin, une permutation, par exemple, une permutation de 4 diagonales ou de 4 éléments, c'est juste le nombre de manières qu'on peut ranger 4 éléments. Donc, par exemple, si nos 4 éléments sont 1, 2, 3 et 4, ben, une permutation, ça serait juste le plus simple, 1, 2, 3, 4. Mais ça peut aussi être 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 1, etc. etc. Donc, c'est tout ordre, toute manière de ranger ces 4 éléments dans un ordre. Et on remarque que maintenant, on veut savoir le nombre de permutations. Et donc, pour le premier élément, on voit que nous avons 4 endroits pour la mettre. La deuxième, nous n'avons que
trois possibilités, car il y en a une qui est déjà prise par la première. La deuxième, ou la troisième, pardon, il n'y a plus que deux places. Et le dernier, il n'y a plus qu'une seule. Donc, le nombre de permutations, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, soit 4 factoriel, qui est donc 24. Et donc, on constate que le cube a 24 différentes rotations uniques. Donc, en effet, voici un tableau qui liste les 24 rotations possibles du cube. Donc, si vous regardez dans la colonne des permutations, vous voyez en fait, ça, c'est la permutation des diagonales du cube. Et la manière dont marche la notation dans la colonne permutation, c'est que les nombres entre parenthèses, ça indique quels éléments en échange. Donc, par exemple, si vous regardez dans la ligne 190, pardon, 180 sur une diagonale, ben, le 1, 2, ça veut dire que le 1 et le 2 sont switchés. Ou par exemple, si on prend le 1, 2, 3 dans la ligne 120, ça veut dire que le 1 est remplacé, le 2 est remplacé par le 1, le 3 est remplacé par le 2, et le 1, il est remplacé par le 3. Donc, en fait, ça indique que chaque élément est envoyé au prochain. Et comme ça, de cette manière-là, on peut lister toutes les différentes permutations. Et le plus intéressant, c'est que pour chaque type de permutation, par exemple, les 180, on voit qu'ils ont tous la même forme du permutation. Donc, les 180 sur une diagonale, en fait, c'est des cycles de taille 2, de cycles. Donc, en fait, tu as deux paires de deux éléments qui sont switchés. Ou par exemple, et enfin, la rotation identité, qui veut simplement dire qu'on n'effectue aucune, et donc tous les éléments restent où ils sont à l'initiale. Et enfin, la dernière colonne, fréquence, ça dit le nombre de fois qu'il y a de chaque rotation. Et comme nous allons le voir, ça va devenir important ensuite. Donc maintenant, nous allons s'intéresser sur comment ces rotations peuvent agir sur l'ensemble du coloriage du cube si on ne considère pas, c'est-à-dire si chaque coloriage du cube sans rotation appeler cet ensemble de tous les possibles, de tous les coloriages possibles X. Et donc, comme nous avons dit au début, en fait, si on ne considérait pas les rotations, on aurait 8 différents coloriages. Et les barres entre les X, on ne sait pas le nombre d'éléments qu'il y a. Donc, nous avons les coloriages uniques X et l'ensemble de toutes les rotations G. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a, c'est que pour chaque rotation qu'on a vu dans le slide, nous allons voir le nombre d'éléments en X. Je ne sais pas rotation. Donc, c'est-à-dire, si on prend un des X et on clique la rotation, c'est tout le même cube, ça veut dire que ça appartient à l'ensemble en dessous qui est X. Et maintenant, on peut savoir pour... Pardon. Ah bon. Du coup, il va faire. Ok, je vais vous montrer là. Donc, en fait, maintenant, on veut voir le nombre de... Attends, encore. Okay. On veut regarder le nombre d'éléments dans X qui ne change pas pour chaque... Ah, voilà.
ne change pas pour chaque rotation. Donc maintenant, nous allons prendre l'exemple de rotation de 90 degrés pour illustrer ce qu'on essaie de faire. Donc voilà. Et on voit que face au sommet du cube, les sommets qui sont reliés, ça veut dire que nous avons que deux couleurs possibles, une pour le premier et une pour la deuxième. Et donc, si G, c'est la rotation de 90, 10 par X puissance G aura N au carré éléments. Donc maintenant, nous allons appliquer une... pardon. Maintenant qu'on sait le nombre d'éléments qui ne changent pas pour en orbite dans X, c'est les éléments des cubes équivalents à travers des rotations. Donc, c'est-à-dire que deux éléments dans X appartiennent aux mêmes orbites si et seulement si il existe une certaine rotation qui transforme l'une l'autre. Et donc, ces deux cubes-là sont des cubes équivalents. Et le lemme que nous avons affiché ici, ça dit que le nombre d'orbites dans X, c'est la moyenne ne change pas pour chaque rotation dans G. Et le nombre d'orbites dans X, en fait, c'est la réponse qu'on essaie de chercher parce que chaque orbite correspond à un cube unique. Donc, le nombre d'orbites, c'est le nombre de cubes uniques. Et donc, dans le contexte de notre problème initial, c'est le nombre d'octaèdres uniques. Et donc, on applique la formule, on trouve voilà, que vous voyez en dessous. Et le couleur qu'on a. Voici quelques éléments initiaux pour vous donner un peu une image de combien de coloriages uniques pour le nombre de couleurs. Donc, on voit bien que ça, on peut la vérifier pour des petits n. Par exemple, évidemment, on n'a qu'une seule coloriage unique. C'est si on colorie toutes les faces de la même couleur. Et puis, avec deux couleurs, nous avons aussi vérifié à la main. Mais ensuite, on voit que le nombre de couleurs augmente très, très vite. Et d'ailleurs, on voit aussi que notre formule ici, ça marche pour plus de couleurs qu'il y a de faces. Donc, vous voyez que nous avons une couleur égale 9 et ça marche parce que nous avons à aucun moment supposé que le nombre de couleurs qu'on avait était inférieur au nombre de faces. Et maintenant, pour approfondir, nous avons aussi considéré les rotoréflexions, c'est-à-dire si on considère à la fois les rotations et les réflexions, car seulement avec les rotations, ce n'est pas possible de construire une image miroir du cube. Et donc, si on applique notre méthode, on retrouve de manière très similaire la formule ci-dessous. Donc voilà, ça c'est la réponse à notre problème. Mais maintenant, nous avons aussi trouvé un autre résultat qui est très étonnant. Donc, finalement, on a retrouvé un retour au patron qui était que le nombre de pavages uniques était en effet ce qu'on avait trouvé pour les rotoréflexions. Donc, autant le pavage semblait inutile, il nous donnait quand même une idée. Bonjour. Il nous donnait une idée de une réponse possible ou quelque chose qui approchait de la réponse. On pense que ce n'était tout simplement les triangles étaient adjacents et on considérait seulement s'ils étaient adjacents. Donc, par exemple, si deux triangles
sont face à face, on considère juste s'ils sont adjacents et on ne considère pas nécessairement comment ils sont adjacents. Et donc, on obtenait cette erreur avec les réflexions. Merci. Je crois qu'il y a des questions par contre. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante, très riche. Alors, je n'ai pas de questions dans le chat. Je voulais savoir tout d'abord pourquoi vous avez travaillé sur l'octaèdre régulier et pas sur un octaèdre quelconque, parce qu'il me semble que c'est de ça que parle votre recherche. Parce que c'était plus facile à visualiser, parce que quand on a voulu le représenter en 3 dimensions, on a fait directement un octaèdre régulier, parce que c'est plus simple dans les logiciels de visualisation 3D, et aussi parce qu'on ne s'était pas trop posé la question. D'accord, c'est vous n'avez pas surtout pensé aussi, à prendre aussi l'octaèdre régulier, non régulier, oui. il n'y aura pas vraiment beaucoup de sens de parler des symétries de l'octaèdre, car si on la tourne, bah, du coup, c'est plus la même figure. Donc, ça marche plus trop pour notre question. Bah, disons que voilà, votre idée de passer par le cube ne va pas forcément fonctionner dans ce cas-là, puisqu'il ne Oui. sera pas inscrit dans le cube. En fait, c'est ce qui est appelé des polyèdres duals. Donc, c'est-à-dire, on remplace les sommets par des faces et des faces par les sommets et on retrouve avec le polyèdre dual. Et si on fait cette opération-là, on a toujours les mêmes symétries. Vous saviez déjà que l'octaèdre régulier pouvait être inscrit dans un cube. Chose que vous saviez avant de commencer votre recherche? Vous l'avez découvert pendant Juste votre pendant. travail? Ouais, je Juste pense que pendant. c'est ouais. Est-ce que vous avez fonctionné, parce que là vous faites une présentation sur N couleurs, est-ce que vous avez d'abord fonctionné avec 2 couleurs par exemple, qui était plus simple? Oui, Oui. bien sûr. On avait d'abord fait certains graphiques avec des petites couleurs pour voir si on repérait quelque chose de particulier, juste en mettant les valeurs dans un tableur avec pas beaucoup de couleurs parce que c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, après avoir vu la complexité du truc, on s'est dit, bon, bah, on va commencer à chercher plus et une généralisation. D'accord, ben je regarde si j'ai encore des questions suite à cela. J'en ai pas. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tout le travail que vous avez fait sur le sujet. Et puis, bien, on va passer la main à l'équipe c'est Charles qui présente donc le travail pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.